Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on parlera de BTC dans un premier temps, on verra la clôture weekly, est-ce qu'il y a des setups ou pas qui s'exécutent. Ensuite, on parlera bien entendu d'Ether, on verra le marché US, on parlera des altcoins, donc 5 cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. J'ai noté Flux, CAS, XLM, Sonic et ENA. On verra si on a des setups qui s'enclenchent sur ces cryptos-là. Alors, je commence ici par le BTC. On a bientôt notre clôture weekly, demain soir. Ça va être très intéressant de surveiller la clôture, hein, la manière dont on va clôturer. Mais pour le moment, on est parti pour rester au niveau de cette phase de latéralisation ici, hein. On voit qu'on a un niveau clé en weekly, 120 000, 119 000 dollars. Pardon, on n'arrive pas à clôturer au-dessus de ce niveau-là. À chaque fois, on a pas mal de rejets. Et puis là, on a en plus une prise de liquidité, réintégration. Et c'est en général quand même un signal qui n'est pas terrible. Moi, ce que je vois, c'est qu'on reste toujours à l'intérieur de cette phase de latéralisation. Donc, pas de breakout en weekly, même si on a fait ici un ATH, on a une prise de liquidité. Similaire à ce qu'on a eu ici, hein. Vous voyez, ce genre de prise de liquidité, où ensuite on a une réintégration. Ah, c'est des choses qu'on n'aime pas voir. En général, moi, je suis pas spécialement fan. C'est pas pour ça que ça y est, c'est la fin, on va spécialement se cracher, mais ça nous montre quand même qu'on a toujours une réaction vendeuse au niveau des 120 000 dollars. Et bah, c'est ce que je vous dis depuis un moment, hein, le plus gros effet sur le BTC, ces extensions de Fibonacci qu'on avait déterminées ensemble, qui sont tout simplement des niveaux clés, où moi j'ai réduit considérablement quand même mon exposition. Bien sûr, je détiens toujours du BTC parce que voilà, on ne peut jamais s'en désexposer à 100%. Pour moi, c'est pas une bonne idée. Mais en tout cas, on avait vu ensemble que les targets d'un bull market, un objectif tout à fait réaliste, c'était 1,118 au niveau des 102 000 dollars et les 122 000 dollars au niveau des 100% d'extension. On peut aller plus haut, mais pour moi, c'est un peu du bonus. Alors, si je prends le top de 2017 ici avec le bottom, on a été largement au-dessus. Si je prends ici creux, semelle plus haut, on voit, hop là, qu'on a consolidé, qu'on a un peu rejeté au niveau des 100% d'extension, mais on a été largement au-dessus. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que plus on enchaîne les cycles, plus la volatilité est moins importante quand même, moins les performances vont être aussi importantes que ce qu'il y a déjà eu sur le BTC avant. Donc c'est normal qu'on ne peut pas en permanence réaliser du x16. Là, on avait fait un x16, hein, il me semble, du point le plus bas au point le plus haut. Ouais, c'est ça, à peu près un x16. Là, on ne peut pas réaliser une aussi grosse performance. Donc pour moi, le plus gros effet sur le Bitcoin, hein, c'est sûr, hein, c'est un fait, on est plus proche d'un top que d'un bottom. Alors est-ce que ça va être un top comme il y a déjà eu avec ici une fin de cycle? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que quelqu'un qui est rentré sur le BTC à des niveaux aussi bas, qui n'a jamais pris de profit, on est sur des niveaux de prise de profit. Ok. Après, c'est toujours la question à se poser. Prendre des profits, pourquoi? Certains ne vont pas avoir besoin de prendre des profits parce que les bénéfices qu'ils ont réalisés, ils n'en ont pas spécialement besoin. Ça dépend de chacun. Si vous prenez des profits, mais vous n'avez pas besoin de vos USDT, du cash que vous avez généré, vous pouvez les garder en Bitcoin. Ça reste la plus grosse crypto. C'est pas comme si qu'on holdait bien sûr une altcoin. Par contre, vous devez accepter d'avoir un potentiel drawdown, ok, de moins 30, moins 40, moins 50% au cas où on a un retracement. Alors pour le moment, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, je vois pas de signal, moins de retournement. On reste dans un flux haussier avec des moyennes mobiles orientées à la hausse. Et typique dans une tendance haussière, les retracements, c'est des opportunités pour se positionner. À partir du moment où on a toujours une structure qui est conservée, une structure haussière qui est conservée, des moyennes mobiles orientées à la hausse et un flux qui reste acheteur sur du long terme, les retracements doivent être des opportunités pour se positionner. Maintenant, sur du weekly, ici, le retracement n'est pas assez incroyable, n'est pas assez fort pour se positionner sur du long terme. Je vous avais dit, moi, ça m'intéresse sur le Bitcoin. On n'est plus dans la phase où on attend des moins 70% pour se positionner sur le BTC, parce qu'on a une demande qui est un peu plus importante. On a l'arrivée des institutions, des ETF. Donc, selon moi, ça redevient intéressant sur le Bitcoin de se positionner à partir du moment où on fait un moins 30%. Donc, on prend le plus haut, on prend le moins 30%, ça nous donnerait ici 85 000 dollars. Ce qui veut dire que se repositionner sur du long terme à partir, je dis bien à partir des moins 30% à 85 000 dollars, ça redevient intéressant. C'est pas pour ça qu'il faut faire all-in à ce niveau-là, c'est pas pour ça que tout votre cash, tous vos ordres sont ici, mais ça redevient intéressant. Et si je regarde hein, les derniers tops qu'on a réalisés, là c'est un moins 32%, ok, et là c'est un moins 31%. Donc on voit que depuis le bottom de 2023, la plus grosse baisse qu'il y a eu sur le Bitcoin, c'est un moins 30%. D'accord. Ça, c'est à prendre en compte et je ne pense pas qu'on retrouvera des moins 80% comme on a déjà eu avant. Déjà, on le voit sur du long terme. Ici, si je me mets en log, tac, ce sommet-là de mort, c'est un moins 84, un truc comme ça, voilà, moins 84. Là, c'est un moins 76.
Donc on voit que les baisses qu'on a sont beaucoup moins importantes. Et ça me surprend pas, ça me surprend pas. Si on doit avoir une très grosse baisse sur le Bitcoin et qu'on rentre en bear market, pour moi, le niveau max, très peu probable qu'on s'installe et qu'on break en dessous, c'est le niveau des 50 000 dollars. Je vois mal un BTC repasser en dessous ce gros bloc ici. Pour moi, ça sera un gros niveau qui fera office de support et ça tient entre le coût de production du Bitcoin, entre des retracements de Fibo. Alors, ceux qui ne savent pas trop ce que je veux dire, hein, je peux mettre ici le coût de production du Bitcoin qui a une bonne représentation. Le coût de production du Bitcoin, c'est quoi? Lorsque vous êtes un mineur, d'accord, vous sécurisez le réseau, vous générez des Bitcoins tous les 10 minutes, hein, bien sûr, en fonction de qui valide le bloc. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment fonctionne Bitcoin, la blockchain, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous les 10 minutes environ, on a des bitcoins qui sont générés par les mineurs qui sécurisent le réseau. C'est leur récompense, tout simplement. Pourquoi? Parce que eux, ils échangent de l'électricité, d'accord? Parce que ça a un coût, hein, de miner du bitcoin, que ce soit d'un point de vue composant informatique et d'un point de vue électricité. Et pour ça, il y a un coût de revient. Un coût de revient, bien entendu, qui, pour un prix plancher, là, est environ de 40 000 dollars. Alors, on va avoir des coûts de revient qui vont être beaucoup plus élevés, hein. Ça va dépendre du coût de l'électricité en fonction de où les mineurs sont installés dans différents pays, mais on peut estimer que le prix plancher, le prix le plus bas, ou si on commence à s'installer en dessous, la quasi-totalité des mineurs serait en perte, c'est un prix plancher vers les 41 000 dollars. Et historiquement, on est très peu parvenu à s'installer en dessous de ce coût de revient. On le voit bien, voilà, là on est. Alors il peut baisser, hein, c'est tout à fait possible, mais on voit à chaque fois, on a posé des bottoms pile poil dessus. Donc ça ne me surprendrait pas si on a une baisse de ne pas aller en dessous ce coût de revient, 40 000 dollars. Tout nous montre que ce niveau des 50 000 dollars, ça serait un gros niveau. Je ne dis pas qu'on va y aller, mais c'est toujours important de faire ce travail-là, de se dire, ok, ça serait quoi le pire? C'est quoi le pire scénario là si on a une baisse? C'est quoi le niveau le plus bas qu'on pourrait potentiellement aller? Pour moi, si je devais me mouiller, ok, je vois pas un Bitcoin s'installer sous les 55 000 dollars, 50 000 dollars, très très peu probable. Et dans tous les cas, je vous ai dit, moi, ça redevient intéressant sur du long terme, hein, dans ma stratégie, dans mon plan d'investissement, de commencer à me repositionner sur Bitcoin après un moins 30%. Alors, il y en a qui peuvent faire un dessert, hein, il n'y a pas de mal là de ça. C'est-à-dire, il y en a qui vont me dire, oui, mais Nico, moi, je suis pas du tout positionné sur le Bitcoin, j'aimerais dès maintenant faire un petit dessert, ok? Un dessert intelligent, une partie que tu peux mettre dès maintenant, ok? Tu te dis, ok, ce montant-là, je le mets dès maintenant en Bitcoin, et une autre partie où tu vas attendre. Globalement, tu vas attendre un peu de temps, tu vas te dire, ok, c'est un dessert intelligent que je fais, c'est-à-dire je mets un peu de côté et ça va me permettre d'avoir du cash disponible quand on a des retracements pour renforcer mon DCA lorsqu'on a des retracements. Je préfère faire un DCA intelligent qu'un DCA un peu bête où après une telle performance, je vais commencer mon DCA. Non, ok, un DCA plus intelligent, que ce soit sur des gros niveaux de support weekly, monthly, ou alors des retracements. Voilà, je vous ai donné quand même pas mal de petits tips là-dessus sur si on avait un gros retracement, où est-ce qu'on pouvait se positionner. Maintenant, je vous le dis, on parle toujours du pire scénario parce qu'un trader, un investisseur doit s'adapter toujours en fonction du marché et être prêt à tout. Maintenant, c'est pas le scénario le plus probable. Là, si on me dit, Nico, pour toi, il y a plus de probabilité d'aller chercher les 50 000 ou d'aller chercher les 140, 150 000, pour moi, c'est d'aller chercher les 140, 150 000 parce qu'on est dans un flot haussier, on est dans une dynamique haussière. Et pour le moment, on reste dans une structure haussière. Par contre, il ne faut pas se positionner non plus n'importe comment. On a bien retracé, comme je vous l'ai dit, on revient chercher ce niveau des 117 000 dollars. Où à ce niveau-là, on essaye de poser un bottom. On est au niveau du tunnel 4 heures. D'un point de vue action du prix, on est ici sur un niveau de support. On le voit bien. 117 000 dollars, c'est le bas de cette pression de phase de latéralisation. C'est un niveau qui doit faire office de support. Par contre, pour ça, il faut confirmer et valider un bottom. On le voit bien. D'un point de vue action du prix, c'est plutôt clean, hein. C'est cette zone-là. Hop, tac. On le voit bien, toute cette zone-là, qui est un niveau qui a fait office de support. Quand on est repassé au-dessus, voilà, on a maintenu, et on revient chercher à nouveau ce niveau-là, c'est un niveau clairement qui fait office de support. Par contre, on reste dans un petit flux baissier sur du court terme. On peut voir ça de différentes manières, hein. Déjà, si je me mets ici, juste d'un point de vue action du prix, on met aucun indicateur, rien du tout, hein. C'est de constater comment évolue le prix. Et on voit qu'on a cassé ici un creux important. Si je note les sommets, on a un sommet à ce niveau-là, on a un sommet à ce niveau-là, on a potentiellement un sommet à ce niveau-là, donc on est dans une tendance qui est baissière. Sur du court terme, ok, le moyen, le long terme reste haussier, sur du court terme, notre flux est baissier. Donc idéalement, ce qu'on aimerait voir pour inverser cette dynamique court terme qu'on a installée, ça serait de repasser au-dessus du 15 minutes, du 1 heure, déjà ça serait un signal plutôt pas mal, et de break ce précédent sommet.
Si on break ce précédent sommet, on aurait une confirmation d'inversion de notre structure, vu qu'on break un sommet, typiquement, typique dans une tendance baissière, on ne doit pas break les sommets. C'est des niveaux qui font office de résistance et on repasse pas au-dessus d'un sommet. À partir du moment où on repasse au-dessus d'un sommet, c'est souvent qu'on a une inversion de notre dynamique et que là, on change et on fait des creux des sommets de plus en plus haut. Donc là, ouais, le signal qui serait pas mal, c'est de repasser au-dessus des 119 000 $, break du 1 heure, break du 15 minutes. On aurait un changement dans notre dynamique. On pourrait potentiellement poser un bottom et structurer une pattern de retournement. Ouais, c'est un peu comme cette baisse-là. Ce que je vous dis là, je prends cette baisse-là. On a ici, hop, des sommets de plus en plus bas. Sommet, sommet, sommet. Et ici, on a un break, on a un pump, break du précédent sommet, qui est ici, inversion de notre dynamique. Et là, on refait des creux et des sommets de plus en plus hauts. Jusqu'à, à nouveau, comme on a eu ici, break le précédent creux. C'est comme ça qu'on détermine notre dynamique de marché. Est-ce qu'on est dans une phase haussière ou dans une phase baissière? Et un trader, il veut toujours se positionner dans le sens de la tendance. Donc, la meilleure façon de voir ça, c'est regarder la structure de marché. On est dans une tendance haussière, on cherche des longues. On est dans une tendance baissière, on cherche des shorts. Donc moi actuellement sur Bitcoin, je suis un peu plus prudent. Je prends beaucoup moins de longues que j'ai pu le prendre pendant des phases où on avait un marché haussier. Même si je me suis beaucoup plus concentré sur Ether. Vous voyez qu'on a ce genre de pump là, de 110 000 $ à 123. C'est très agréable à trader. Il y a un flux haussier de quelques jours. Il faut faire de la perf. Là actuellement, je fais pas de perf. Pourquoi? Enfin, je fais beaucoup moins de perf. Je peux avoir des petits trades qui se prennent sur des setups un peu en automatique. C'est-à-dire que j'ai des setups, des règles claires qui sont précises. C'est des setups qui s'exécutent si l'ensemble de mes règles sont validées. Ok, peu importe. Qu'on peut avoir un marché compliqué, qu'on peut avoir des news bullish, bearish, peu importe. À partir du moment où l'ensemble de mes règles sont enclenchées, je rentre en position. J'ai des setups comme ça qui tournent. Après, j'ai d'autres setups un peu plus flexibles. C'est là la différence entre le trading automatique. Là, c'est un peu ce que je vous présente ici avec des setups, avec des règles très précises, et le trading discrétionnaire. On va être beaucoup plus flexible. On va plutôt inclure également des annonces économiques. On va être, voilà, au lieu de dire je rentre à partir du moment où j'ai un ravalement baissier, et ben, je vais dire je rentre à partir du moment où j'ai une réaction vendeuse. Il y a une subtilité, l'un est beaucoup plus précis, un ravalement baissier c'est beaucoup plus précis qu'une réaction vendeuse, mais l'autre me permet d'être plus flexible. Je vous recommande pour ceux qui débutent de commencer avec des setups automatiques, vous mettrez beaucoup moins vos émotions à contribution parce qu'automatiquement vous respectez des règles précises. À partir du moment où vos règles ne sont pas précises, les émotions peuvent prendre le contrôle et vous pouvez avoir une mauvaise perception d'une charte à cause de vos émotions. Que lorsque vos règles sont précises, vous ne pouvez pas avoir une mauvaise perception, d'accord? Parce que c'est comme un robot qui trade, il n'y a pas de place aux émotions. Voilà de ce côté-là sur le BTC. Comme je dis, je reste prudent, je trade beaucoup moins, ok? Parce qu'on est dans une configuration qui m'invite à être prudent. Et l'argent qui a été généré par, par nous-mêmes sur les derniers temps, le but c'est pas de le redonner au marché, c'est pas de forcer. Et ça me fait penser à une période qui, chez certains, a été très compliquée. C'est cette période-là. On est quand même passé en quelques semaines, mois là, de 30 000 $ à 73 000, ok, assez rapidement quand même. Et la plupart des gens ont redonné leur argent au marché dans cette phase de consolidation. Alors qu'on est passé on a fait ici un 180%, ok, on a fait ensuite un moins 30%, mais vu que les gens étaient impatients, vu que les gens forçaient leur trading, ils ont niqué tous leurs gains qui sont réalisés ici. Soyez patient, vous n'avez pas de setup qui s'exécute, pas de souci, on passe à autre chose. Voilà de ce côté-là sur BTC. Ether, on a une clôture weekly qui arrive, qui est pas terrible, c'est un fait. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une mèche qui représente plus de 50% de la bougie, ce qui nous témoigne tout simplement d'une réaction vendeuse. Okay. Maintenant, pour moi, la clôture la plus importante, c'est celle qu'on a vue ici, qui nous break le niveau des 4000 $. Et sur Ether, je reste bullish tant qu'on se maintient au-dessus des 4000 $. Pourquoi? Parce que là, on fait notre déviation réintégration. Okay. Objectif, aller chercher l'extrémité opposée, chose qu'on a réalisée pour le moment. Tant qu'on se maintient au-dessus des 4000 $, l'objectif, il est simple, c'est la TH. Je ne sais pas quand, je n'ai pas cette temporalité, je ne peux pas vous dire on va faire un TH dans 1, 2, 3 semaines, c'est pas possible. Par contre, le plus probable, tant qu'on se maintient au-dessus des 4000 $, tant que nous sommes dans ce flux haussier, vous voyez, le tunnel daily est assez bas, 2900, ce qui nous montre qu'on a eu quand même un pump assez important, et ben moi je reste bullish et l'objectif c'est la TH. Maintenant, si on réintègre les 4000 $, là ça serait pas terrible, on serait sur une déviation, réintégration à nouveau. L'objectif pour moi, dans ce cas-là, c'est les 3000 $. On n'en est pas encore, il faudra surveiller les prochaines clôtures, mais pour moi rien d'alarmant. Même si je regarde sur du daily, on est purement sur un retracement.
Alors c'est pareil, hein, sur du long terme, Ether, on n'est pas sur des niveaux intéressants, on a beaucoup trop pump, ok? Et c'est le même schéma. Et le problème, c'est que les gens ont toujours du mal à avoir des entrées professionnelles parce que au lieu de mettre leurs émotions de côté au moment lorsqu'ils doivent tout simplement rentrer, et ben ils ne les mettent pas. Et c'est là où c'est compliqué. Un investisseur professionnel, il fait ça. Il prend un Fibo, il détermine sa zone de rechargement long terme entre les 0,118 et les 0,786. Quand on arrive dedans sur des actifs très intéressants d'un point de vue fondat, qui ont un fort potentiel, et ben c'est des niveaux intéressants. Ok, vous voyez, on pose le bottom à l'intérieur. La personne a fait la même chose ici, prend le point le plus bas, prend le point le plus haut, ici 0,118, 0,786, elle se positionne à nouveau à l'intérieur. Ok, et là c'est pareil. Alors je ne sais pas si c'est le top de marché pour le moment, mais si un niveau m'intéressait actuellement, ça serait ce niveau-là, 0,118, 0,786. Et si on break la TH et on pose un top plus haut, admettons 10 000 $, voilà, un retracement intéressant d'un bear market, 4 600 $. Ça redeviendrait intéressant à partir de ce niveau-là. Ça, c'est si on pose un top au niveau des 10 000 $. Soyez patient, tracez vos zones de rechargement. Quand on y retourne, c'est des bons niveaux pour se positionner. Et bien sûr, la fenêtre de tir, bah oui, c'est pas toutes les semaines, c'est pas tous les mois, même ça va peut-être une fois tous les 2 ans, une fois par an, mais il faut être présent. Ok. Sur du court moyen terme, sur Ether, je mets des moyennes mobiles. On tient le tunnel 1 heure pour le moment. On est au niveau de cette présente phase de latéralisation. Donc un peu moins bearish que le Bitcoin selon moi. Un signal plutôt pas mal. Ça serait un break de ce niveau-là sur Ethereum. Pourquoi? Parce que on casserait notre tunnel 15 minutes, qui pour le moment est baissier. D'accord? On breakerait et on réintégrerait plutôt ce niveau de résistance là, de ce creux-là qui a été break, et on validerait cette pattern de retournement. Donc là, on aura une inversion de notre dynamique. Donc oui, ça serait bien de faire quelque chose comme ça, où là, on poserait un bottom, et l'objectif, ça serait clairement d'aller faire ensuite un nouveau sommet et en même temps un nouvel ATH. C'est le seul setup viable que je vois sur Ether. Sinon, il y a toujours ce niveau des 4300 que je surveille, et si on le perd et qu'on doit aller plus bas, alors objectif 4 000 $. Et là, ça sera un niveau qui devra être défendu. On a le tunnel 4 heures, on a un niveau de support qui est tout simplement ce niveau de résistance qui faisait office de résistance au niveau des 4 000 $, qui maintenant ferait office de support au niveau de ce niveau-là. Voilà, et sur l'intraday, compliqué de chercher des longues tant qu'on est sous le tunnel 15 minutes. J'aimerais bien repasser au-dessus pour avoir un signal plutôt acheteur. Voilà, BTC Ether. On va parler ici du marché US, notamment avec le SP500. Vous savez qu'il y a une corrélation positive entre le marché US et les cryptos, d'autant plus avec l'arrivée des ETF et d'autant plus avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir aux États-Unis. Donc un marché US, SP500, Nasdaq, etc., bullish, et ben c'est des cryptos en général qui se portent bien. Je vous remontre une charte qui peut peut-être surprendre certains, mais quand on compare la performance du BTC avec ici le Nasdaq, hein, on le voit bien. Alors, je peux changer les couleurs pour que ça soit peut-être plus simple pour vous à visionner. Voilà, on voit bien, quand on superpose, on voit qu'il y a une corrélation. C'est un fait, hein. Top de marché en 2021, top de marché également sur le marché US, bottom à ce niveau-là, SP500, Nasdaq, bottom BTC, phase de hausse, là le crack à ce niveau-là où on perd moins 20% sur la finance traditionnelle aux États-Unis, Bitcoin pose également un top, on repart, voilà, il y a une corrélation, c'est un fait, elle n'a pas spécialement toujours existé, mais voilà, depuis les dernières années, elle s'est quand même pas mal renforcée. Donc c'est pour ça, on veut un marché risk-on qui performe, on veut ici un SP500 qui maintient ses creux et ses sommets de plus en plus haut et qui ne réintègre pas son précédent ATH. Moi, un signal que je ne veux absolument pas voir sur le SP500, c'est de passer en dessous des 6250, qui est ce précédent ATH. Donc on évolue au-dessus, ok. Et là en plus on a validé le break de ce range-là. Il faudrait accepter également et ne pas réintégrer sur du court terme ce niveau-là. Ça serait plutôt pas mal. Et là, c'est ATH sur ATH. Et oui, le marché est bullish. Pourquoi? Parce que le marché price des baisses des taux qui arrivent en septembre et fin d'année. Alors, est-ce que ça va être respecté? Ça, on ne sait pas. C'est sûr que si au final, on se rend compte que les taux, la baisse des taux qui est censée arriver n'a pas lieu, on va voir un repricing à la baisse, d'accord? Parce que les investisseurs anticipent toujours en avance. Donc voilà. Mais pour le moment, SP500, Nasdaq, eh ben, c'est bullish. Et on veut un marché qui reste comme ça. Tant que ça sera le cas, on sera plutôt dans un contexte favorable pour les cryptos. Également, dans l'idéal, un dollar qui dump. Parce que quand on a un dollar qui dump, c'est-à-dire qu'on est plutôt dans un marché qui est favorable
pour les assets à risque, que ce soit les actions, les cryptos, les indices, etc. etc. Donc voilà, ça sera à suivre la semaine prochaine. Alors maintenant, si je prends les altcoins que vous m'avez demandé d'analyser, j'ai flux dans un premier temps. Non, je vais prendre Binance. Tac. Alors, flux, on est où? Déjà, un constat faible, moi, un constat simple qui me vient à l'esprit quand je regarde ça, crypto faible. C'est un fait, ok, c'est une crypto qui est faible. Pourquoi? Parce que on a l'ensemble du marché qui fait un nouvel ATH. Enfin, quand je dis l'ensemble du marché, c'est Total, c'est Bitcoin, voilà, c'est globalement le leader fait un nouvel ATH. On a des altcoins qui sont proches de faire des nouvelles ATH également, et on a un flux qui fait des plus bas. On n'a pas de bull market, c'est une crypto. Moi, je ne peux pas me positionner sur ce genre de crypto parce que c'est une crypto qui ne refera pas de nouvelle ATH, c'est une crypto qui est faible, c'est une crypto à laisser. Il ne faut pas se focaliser. Si vous avez eu la possibilité de vous positionner là-dessus, 2022, 2023, voilà, peu importe. Malheureusement, c'est peut-être un mauvais choix, faut l'accepter. Et moi aussi, dans mon portefeuille, j'ai des cryptos boulets. J'ai des cryptos qui ne me font aucune performance. Et c'est un peu comme ça, hein, c'est un portefeuille, loi de Pareto 20-80. Et ben, 20% de vos cryptos vont vous amener 80% de la performance. Et moi aussi, j'ai des boulets. Par contre, ces boulets, faut s'en débarrasser ou alors faut qu'ils représentent une très faible partie de votre exposition. Si vous avez 1% de flux dans votre portefeuille, ok, il n'y a pas de souci. Si vous avez 10, 15, 20%, si vous avez plus de 5-10% de flux, pour moi, c'est énorme au vu de la charte. Et ça, c'est une charte qui, sur le long terme, tendra sûrement vers zéro. On peut avoir des pumps, on peut avoir des surprises, comme on a eu à ce niveau-là. Maintenant, ça dépend. C'est sûr que si vous avez une surprise comme ça et vous êtes positionné sur le bottom, tant mieux. Si vous êtes rentré ici, vous êtes toujours en perte. Donc, c'est moche. La charte est moche. On voit bien tunnel daily qui fait office de résistance. Charte très baissière. Le seul signal que je pourrais voir éventuellement, c'est si on repasse au-dessus de ce niveau-là. Validation d'une pattern de retournement, structure en W. On pourrait être ici dans un contexte où on revient chercher potentiellement les 0,382 à ce niveau-là. On aura quand même des résistances à passer, hein, notamment celle-ci et celle-ci, d'accord? Mais moi, c'est une charte qui ne va pas m'intéresser. Que ça soit sur du long terme. Pourquoi? Parce que on est sur une charte qui est baissière. Et c'est pour ça, attention à ceux qui vendent le DCA comme une méthode miracle. DCA sur du BTC, ok. DCA sur de l'Ether, ok. À la limite, moins bien que le Bitcoin, mais ça va. Mais tout le reste, non. Pas de DCA sur ce genre de crypto. Parce que la personne qui fait du DCA depuis 2022, elle est pas rentable. Elle perd de l'argent. Et en plus, elle rate une opportunité sur d'autres cryptos qui font une meilleure performance. Et sur du court terme, pas intéressant non plus. Pourquoi je me casserais la tête à me positionner sur une crypto qui fait, alors pour short, pourquoi pas, mais pour long, non. On a des cryptos beaucoup plus intéressantes qui sont dans des flux beaucoup plus puissants et dans une bonne dynamique haussière. Alors, flux, on a vu, j'ai casse pas. Tac. On entend un peu moins parler Caspa. C'était la grande hype, oui, Caspa va surperformer le Bitcoin, va remplacer le BTC, c'est le grand concurrent. Grosse phase de latéralisation, pattern de distribution. Depuis, on entend beaucoup moins parler. Pareil, c'est pas une crypto très intéressante. On a eu un bon flux à un moment et c'était très agréable de la trader. Maintenant, là, on a eu un affaiblissement, une pattern de retournement, ok, à ce niveau-là. Phase de distribution, on break par le bas et depuis, on n'arrive pas à réintégrer ce niveau-là. On voit que là, on a hop là, si je le trace bien, je remets ça comme c'était. Ici, là, on a un gros niveau et c'est le seul signal que je peux voir. Soit on attend un retour bas de range à ce niveau-là, ok, et là on cherche des longues pour viser un break ou au moins un retour extrémité haute, soit on attend un break de ce niveau-là pour faire quelque chose comme ça. C'est les deux setups viables que je vois avec des invalidations qui vont être bien sûr différentes, mais pour le moment, pareil, on est baissier. Voilà, des moyennes mobiles orientées à la baisse. On voit bien la différence entre un tunnel daily baissier et un tunnel daily haussier, qui là fait office de support. Donc pareil, casse pas la meilleure crypto. Si je me positionne sur du court moyen terme, moyen mobile en mode cafouillage, ce qui veut dire range, ce qui veut dire un marché non en tendance, et ce qui veut dire ça ne m'intéresse pas. Moi qui cherche à trader un flux, je ne peux pas trader un flux quand on a des moyennes mobiles comme ça. Quand on a des moyennes mobiles comme ça, oui, et là on le voit bien, pullback 1 heure, là c'est intéressant. Qu'on a 1 heure, 4 heures, 15 minutes tout plat, là, tout ça, tout plat, non, pour moi il n'y a rien à faire du tout. Voilà, de ce côté-là pour CAS. Ensuite, j'ai une analyse qu'on m'a demandé de XLM. Alors, XLM, toujours dans un flux haussier sur du long terme. Pas intéressant pour se positionner parce qu'on est beaucoup trop haut. Toujours dans ces phases comme ça de latéralisation, lorsqu'on a des patterns de retournement qu'on peut se positionner.
ok, ou qu'on a des retracements, un gros crack, on revient chercher ici la ligne de coup de cette pattern d'accumulation pour refaire à nouveau une pattern de retournement. On le voit bien ici, cette structure en W. Maintenant, on est assez haut sur du long terme. Par contre, ça peut être intéressant pour trader un flux. Là, on le voit bien, XLM devient beaucoup plus intéressant que les cryptos qu'on a vu avant pour chercher des longues. À partir du moment où on a 1 heure au-dessus du 4 heures, 15 minutes au-dessus du 1 heure, pullback dans le 4 heures, rejet, là c'est intéressant. Maintenant, pour moi, on est sur des niveaux hauts. Si on ne tient pas le 4 heures et qu'on le perd, un niveau qui peut être intéressant à défendre, c'est ce niveau-là. Honnêtement, chercher des longues au cas où on a un retracement et un pullback vers les 0,32, ça peut être bien. Ligne de coup, tunnel daily, c'est une bonne zone de localisation. Et si ce niveau ne tient pas, on le réintègre. Pour moi, c'est objectif, aller chercher l'extrémité opposée. Et bien sûr, hein, si on tient le 4 heures et qu'on pousse, on peut aller faire ici un nouveau sommet. Un nouveau sommet ici, on voit que on est globalement ici dans une compression. Alors, on reste dans un gros range long terme. Je l'ai dessiné le range. Vous avez l'extrémité haute, l'extrémité basse. Est-ce que c'est une crypto qui peut faire un nouvel ATH? Oui, c'est possible. Comme je dis, toutes les cryptos ne feront pas de nouvel ATH. Maintenant, on n'en est pas très loin. Il faudrait quand même une nouvelle phase de demande. C'est un peu les dinocoins, comme on les appelait, des cryptos qui sont là depuis un moment qui pump. Pour le moment, c'est un range. Et ça serait comme un range. Et pareil, c'est une crypto qui n'est pas intéressante. À partir du moment où on ne fait pas de nouvelle ATH en 2021, on ne fait pas de nouvelle ATH en 2025, oui, il y a de la perf à faire, c'est vrai, ok. Pour la détenir sur quelques mois, oui. Pour la holder sur 5-10 ans, non. Il y a des cryptos beaucoup plus intéressantes. Et ça, il ne faut pas avoir du mal à se débarrasser d'une crypto quand vous avez réalisé votre perf, parce qu'il y a de grandes chances qu'elle se fasse surperformer par le BTC. Alors, ensuite, j'ai une analyse de S. Je vais prendre FTM, ça sera plus simple. Ça sera beaucoup plus simple pour faire une analyse, parce que sinon je vais pas avoir de chart. Il faut savoir que voilà, ça a été migré en Sonic. Il y a eu un rebranding, changement de nom. Maintenant, je préfère clairement ici prendre la charte de FTM, comme ça j'ai tout. Ok, attention, des cryptos qui changent de nom. Ça peut être le cas de Polygon, un Pol qui était avant Matic. Ça peut être le cas de Phantom ici qui est devenu Sonic. Attention, des fois on prend une charte. On a que si je prends S là, vous voyez, hop. La personne qui ne connaît pas, je prends S, Binance, chart tout jeune, non, la crypto existe depuis un moment, c'est juste elle a changé de nom. Alors, où est-ce qu'on se situe? Bon, déjà, j'aime pas trop les cryptos qui changent de nom. Des fois, ça peut être bullish, mais souvent, quand on change de nom, c'est voilà, pourquoi on change? Est-ce que c'est pour cacher je pense à GLD qui s'était renommé, je pense à tout ça. Moi, en général, je suis pas trop fan. La preuve, c'est Polygon, on s'attendait à un truc de ouf. Il s'est rien passé au final avec enfin, un truc de ouf. On s'attendait que ça fasse quelque chose. Au final, il n'y a rien eu. Bon, voilà. En général, quand une crypto change de nom, je suis pas trop fan. C'est pas trop dans l'intérêt de la crypto. C'est qu'on veut cacher quelque chose. Moi, je l'interprète comme ça. Ok, il y a toujours des cas particuliers, mais moi, je l'interprète comme ça. Sur FTM, donc S maintenant, globalement, c'est toujours ce niveau de latéralisation. Ce niveau de support là, qui tient 20 centimes de dollars. On a l'extrémité haute ici, 60 centimes de dollars. On fait du ping-pong entre les deux. On a eu plusieurs fois des tentatives de break par le haut et de sortie de cette phase de latéralisation qui sont soldées ici par des échecs. On le voit bien, à chaque fois on a plutôt break, enfin on a quand même bien pump, on a souvent réintégré. On n'a jamais eu vraiment une grosse phase de pas de pump, mais une vraie tendance qui est maintenue. Souvent, on a réintégré les précédents sommets. On voit bien, ce sommet-là, hop, a été réintégré. Ce sommet-là a également été réintégré. Et ça, c'est un point important, c'est pour mesurer le momentum d'un actif. Une crypto, un actif, peu importe, qui ne réintègre pas ses précédents sommets, c'est un momentum qui est fort. Une crypto qui réintègre ses précédents sommets, c'est une crypto qui est moins forte. Les deux sont en tendance haussière, mais ce cas-là est beaucoup plus agréable à trader parce qu'on a un momentum qui est beaucoup plus fort. Sur FTM, là, le seul signal que je vois, c'est la validation de cette pattern de retournement. Ou alors, retourner chercher vraiment bad range, très bad range à ce niveau-là, et proposer une meilleure structure, comme on a eu à ce niveau-là, comme on a eu à ce niveau-là. Et globalement, on peut chercher un long avec une invalidation sous le plus bas, là où est le plus bas, ou si on casse ce niveau-là, ça serait vraiment moche, parce que c'est un gros niveau de support qui existe depuis un moment, et vaut mieux se barrer, parce que dans ce cas-là, on aurait un retracement plus profond, avec comme objectif de TP les 55 centimes de dollars. C'est le seul setup que je vois, et là pareil, là sur du long terme, ça reste baissier. Voilà, on voit bien l'inversion avec le tunnel daily qui fait pour le moment office de résistance.
Allez, dernière crypto et on aura, fini. J'ai bien rattrapé le retard de toutes les cryptos qu'on m'a demandé d'analyser parce que j'en avais clairement, pas mal. J'en ai encore, hein, dans les prochaines, dans les prochains jours, j'ai de quoi faire, mais beaucoup moins. Parce qu'à un moment, vous m'en demandez pas mal. Je les note tous à chaque fois et je fais dans l'ordre. Les cryptos que vous m'avez demandé il y a un moment, c'est ceux que j'analyse en priorité et c'est celles que j'analyse en priorité et les dernières, voilà, je les analyse plus tard. Allez, ENA, on avait vu, comme quoi qu'il y avait un trade à prendre, hein, au moment de la cassure de ce sommet-là. Pourquoi? Parce que c'est vrai, ça nous envoie un signal plutôt bullish, hein. C'est là, on voit bien l'inversion de notre, dynamique, hein. Déjà, d'un point de vue price action et en mettant le tunnel daily, ça nous envoie quand même des signes assez intéressants. C'est que là, on avait vu cette phase d'accumulation avec une épaule tête-épaule inversée. On a pump, on est revenu chercher cette zone de résistance. Top de marché à ce niveau-là avec cette structure de M. Là, on a un M top, ok, on le voit bien. Inversion de nos dynamiques, sommet, creux, sommet plus bas que le précédent, creux, break, enchaînement ici d'une dynamique qui est baissière. Voilà, on le voit bien avec un 4 heures qui passe de haussier à baissier. Jusqu'à poser également ici un bottom, ok. On voit bien qu'on a une inversion de dynamique à partir du moment où on break ce sommet-là. Et là, ENA a plutôt bien rebondi. C'est du trading de range. C'est assez classique. Et on avait vu ensemble, si vous regardez les précédentes vidéos où je parlais de ENA, un niveau intermédiaire avant l'extrémité haute. C'est classique, c'est à peu près le milieu de range, ok. C'est l'équilibre de notre range, c'est le milieu, L0,5, et qui est en confluence avec la ligne de coup de cette structure. M-top, ici, la ligne de coup, c'est toujours un niveau qui fait office de support ou de résistance. Là, c'est un M, donc de résistance. Si c'est un W, de support. Alors, on n'est pas dans une bonne zone pour se positionner. D'un point de vue localisation, c'est terrible, hein, vu qu'on a quand même bien pump. Et là, quelqu'un qui rentre là n'a pas une entrée professionnelle. L'entrée, là, elle est simple, il faut un retracement et retourner chercher l'extrémité basse. C'est la seule zone que je vois qui peut nous intéresser. Et sinon, quelqu'un qui est déjà en position, TP ici, c'est une bonne zone. Et TP, donc TP intermédiaire, milieu de range, ligne de coup de cette pattern de top. Et TP total au niveau de l'extrémité haute. TP total, oui et non. Soit on fait un TP total, soit on garde 10-15% en mode moonbag au cas où on a une sortie de ce range par le haut et un vrai breakout. Et là, sur du court terme, c'est une crypto qui est déjà plus intéressante à trader que d'autres parce qu'on a un flux haussier, on le voit bien, 15 minutes au-dessus d'une heure au-dessus du 4 heures, 4 heures qui fait office de support, enfin qui fait office de support, qui maintient la tendance même si on n'a pas encore pullback dedans. Si on revient, ça peut être une bonne zone pour chercher des longues. En tout cas, je préfère trader ce genre de crypto plutôt que d'autres qui ne font pas grand-chose. Je vous laisse avec ça. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ceux qui veulent se former, échanger avec vraiment des traders professionnels, des traders qui se sont formés, qui peuvent quand même pas mal vous aider. Donc, vous avez le premier lien en description. Vous avez d'ailleurs un concours qui est en cours. Vous avez ici des canaux avec des news crypto qui tombent, des news économiques. Vous avez ici un jour un conseil pendant 365 jours. Je vous ai donné tous les jours un conseil. Quelqu'un qui arrive, qui lit les 365 messages, il peut clairement progresser. Trading, investissement, mindset sur quand même pas mal de points. Voilà, c'est quand même un Discord bourré de valeur. Pour ceux qui seront curieux, c'est clairement un endroit, une plateforme où vous pouvez énormément progresser. Vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.